Partout où l'homme et le chien cohabitent, il est essentiel que ce dernier ait eu un minimum d'éducation afin de saisir correctement ce qu'on attend de lui. Un chien ne sera pas heureux tant qu'il se conduira d'une manière qui ne convient pas à son maître. Au contraire, un chien épanoui est un animal qui sait ce qu'on attend de lui et qui se sait capable d'y arriver. Les chiens ont besoin d'apprendre la vie en société et de se construire une personnalité en équilibre avec leur entourage. Une étape essentielle donc qui permettra aux chiens de se sentir en harmonie tant avec leurs congénères qu'avec l'homme. Les dresseurs professionnels mènent ce processus dit de socialisation, notamment par des exercices sportifs visant à développer l'agilité. C'est le cas des parcours de saut d'obstacles. Ces exercices physiques sont d'abord un jeu pour eux. C'est comme ça qu'ils doivent les prendre, sinon il ne faudra pas espérer en faire de bons compagnons. Il lui arrive parfois de péter complètement les plombs en présence d'un autre chien ou d'un chat. Faut qu'on l'éduque. J'aimerais qu'il obéisse, qu'il arrête de sauter sur les gens, y compris sur nous. C'est bon, on y va. Puisqu'ils devront bientôt se passer de leur laisse, les chiens inscrits à ces séances doivent d'abord apprendre à rester synchrones avec leur maître. Maintenant, tournez et dites-lui de pas bouger. Il est indispensable que naisse en eux l'envie d'obéir aux ordres. Assis, assis. Bien. Si ces exercices leur donnent une sensation agréable de liberté, le but est avant tout de développer leur amour-propre par l'accomplissement correct d'une tâche. Allez, vas-y, allez, c'est bien ma fille. Ce sont des épreuves idéales pour développer la confiance en soi. Elles enseignent au chien à surmonter les obstacles qu'il devra affronter dans sa vie de chien. Par exemple, les tremplins en bois rappellent les escaliers. Le tunnel en toile évoque les lieux un peu reclus et angoissants devant lesquels il pourrait reculer. Allez, bravo! Cette étape, dite de socialisation, est probablement l'un des cadeaux les plus utiles que vous puissiez offrir à votre compagnon. Bien qu'elle fasse également appel aux qualités d'agilité du chien, la discipline du Schutzhund a des objectifs radicalement différents. Il s'agit de dresser les animaux à obéir au doigt et à l'œil, le plus souvent d'ailleurs des forces de police ou des sociétés de surveillance. C'est ainsi qu'en allemand, Schutzhund veut dire chien de garde. Platz. Les ordres de base, comme assis, viens et pas bouger, sont criés en allemand. Cette méthode est née au début du XXe siècle, alors que des propriétaires de bergers allemands souhaitaient évaluer ensemble les qualités d'obéissance et de protection de leur animal. Ils ont mis sur pied un test afin d'évaluer les capacités de cette race à pister quelqu'un, mais aussi sa capacité à travailler de pair avec l'homme, donc en lui obéissant, et aussi à défendre, c'est-à-dire en développant sa force, son courage et sa ténacité. Le Schutzhund est une discipline radicale et éprouvante, tant pour l'animal que pour son maître. Pour un bon résultat, il faut que les gens soient capables de s'investir complètement aux côtés de leur animal. C'est ça, gardez-le près de vous, oui. Ça veut dire 3, 4, 5 jours de travail par semaine. Évidemment, d'autres variétés que le berger allemand peuvent pratiquer ce sport. L'essentiel est que votre animal soit grand, fort et qu'il montre une excellente confiance en lui. Asticotez-le un peu maintenant. Il est nécessaire que votre chien soit aussi joueur et nerveux, ses récompenses consistant en pauses récréatives passées à rattraper la baballe. Ou bien à s'acharner sur un bout de corde. Des 3 techniques résumant le Schutzhund, pistage, obéissance et protection,
La dernière est probablement la plus difficile à maîtriser. Elle revient pour le chien à retrouver une personne cachée et à savoir la maintenir en respect jusqu'à l'arrivée de son maître. Si l'intrus s'enfuit, le chien doit être capable de le rattraper et surtout de le mordre sans jamais mettre sa vie en péril. L'exercice d'attaque se pratique uniquement sur une manche rembourrée, que le chien doit absolument lâcher au premier ordre, ou dès que le fugitif montre qu'il abandonne. Le genre de chien tordu qui se dit « Ok, je t'ai chopé par le bras, maintenant je vais te défigurer ». C'est exactement le contraire de ce que nous recherchons. Ce qu'on veut précisément, c'est « T'as vu que je pouvais t'attraper ? Eh bien, peu importe avec quelle force tu comptes te débattre, je vais te montrer que je suis capable de te maintenir comme ça jusqu'à ce que papa m'ordonne de te lâcher. » Le chien doit avoir une telle obstination qu'on pensera peut-être que c'est un chien méchant, alors que ce n'est pas vrai. C'est simplement un chien qui aura compris la juste mesure d'une action de défense. D'ailleurs, dès que l'exercice se termine, c'est bel et bien votre chien que vous retrouvez. T'es prêt à bosser? Bien, on y va. C'est parti mon pote. Le succès d'un dressage repose à la fois sur une bonne perception des instincts et prédispositions du chien et sur sa faculté à les exploiter. Le Beagle est une race dont le cœur et la tête fonctionnent complètement à l'odorat. Flairer, c'est complètement leur truc. C'est le cas d'Abbott, 6 ans, en mission à l'aéroport international de Miami. Abbott fait partie de la très sélecte brigade des Beagles, chargée d'éviter que nuisibles et maladies s'attaquant aux cultures n'entrent sur le territoire. Abbott, viens. Depuis 1984, le ministère de l'Agriculture dresse ces Beagles avant qu'ils ne rejoignent une brigade en poste dans l'un des aéroports internationaux du pays. Cette brigade canine constitue en quelque sorte le premier rempart contre les fruits, les légumes, les viandes. Notre pays ne dispose malheureusement pas des ennemis naturels capables d'enrayer ces maladies. Elles se mettraient donc à sévir de manière endémique. Abbott a été dressé à s'asseoir dès qu'il a flairé une marchandise suspecte. Chaque fois qu'il flaire juste, il sait que je le félicite et qu'il a le droit à sa petite friandise. Il ne se lèvera pas tant qu'il n'aura pas eu sa récompense. Ouais, c'est bien. Allez, on y va. Tu l'as déjà trouvé, bravo. Assis. L'instruction de ces Beagles a lieu au Centre national de dressage d'Orlando en Floride. Chaque individu doit commencer par repérer des pommes cachées dans des cartons. Il y en a une là-dedans. Bien. L'odorat du Beagle serait des milliers de fois plus sensible que le nôtre. Dès qu'ils ont trouvé le bon carton, on leur donne l'ordre de s'asseoir et on leur offre aussitôt leurs friandises pour qu'ils associent les deux. Une telle éducation requiert une immense patience ainsi qu'une grande générosité en compliments encourageants. La formation se complique peu à peu par l'ajout de boîtes vides. Il faut les empêcher de s'asseoir face au carton vide et les encourager à continuer vers un autre. Et à un moment, vous vous apercevez que les choses s'enclenchent. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'asseoir devant celui-là? Ils établissent petit à petit le rapport de cause à effet. La bonne odeur égale « je peux m'asseoir ». Ils prennent ce travail comme quelque chose de très valorisant. Le fait de traquer les odeurs de nourriture toute la journée et de recevoir en récompense un morceau de cookie, et quand ils ont trouvé ce qu'il fallait, on sent qu'ils adorent ça. On en demande beaucoup à nos compagnons chiens, qu'ils sachent se montrer affectueux, obéissants, dociles et en même temps flexibles dans le travail qu'on leur impose. Mais le plus surprenant est que la plupart se plient à nos exigences, et ô combien admirablement. Ils sont tout aussi capables de nous faire éclater de rire qu'en sanglots. Ils nous émeuvent, nous séduisent et nous divertissent à la fois. Depuis qu'un premier spécimen s'est avisé de rapporter à son maître le morceau de branche que celui-ci venait de jeter hors de sa caverne, le chien a toujours amusé l'homme.
Avec sa maîtrise innée des nuances et des registres de jeu, il ne lui manquait plus que les occasions pour nous montrer ce qu'est un acteur né. Il est certain qu'il se prête très volontiers à la comédie. Pour des animaux, les chiens ont une culture de jeu, un sens ludique extrêmement développé. Certains aiment d'abord attirer l'attention sur eux. Ça se voit, ils adorent le spectacle. C'est sur la piste des cirques de l'époque victorienne que les premiers fantaisistes contemporains de l'espèce canine vont faire commerce de leur talent. Au début du XXe siècle, on voit apparaître des chiens comme comparses des comédiens dans les derniers vaudevilles. Tout le monde au départ aime le chien, ne serait-ce que pour l'animal magnifique qu'il représente. Et pour peu qu'on le dresse à faire quelque chose d'insolite, les gens sont stupéfaits et en redemandent. En coulisses, le chien n'attendait qu'une chose, qu'on le laisse bondir dans la lucarne du cinéma muet. S'il reste à l'écran, d'abord un amuseur, il offre aussi au public l'excuse rêvée pour libérer ses émotions. Teddy, l'un des tout premiers super-héros canins de l'histoire du 7e art, incarne bientôt le personnage clé d'une intrigue qui influence le comportement des autres protagonistes. Avec son drôle d'œil maquillé, Pete, de la série Notre Bande, propose aux spectateurs un rendez-vous régulier avec le rire. Il faudra peu de temps avant qu'Hollywood, à son tour, ne se mette à produire des chiens superstars. Chacun de ces chiens était un individu à la personnalité exubérante et joyeuse, qui savait littéralement crever l'écran. Maintenant, les enfants, Rintintin va vous montrer comment il saute au cou des personnages dans ses films. Vous êtes prêts? Vas-y! Hop, hop! Le berger allemand Rintintin incarne la première véritable superstar canine du cinéma. À cette époque, le berger allemand avait déjà l'image d'un chien héros ou d'un chien policier, en tout cas d'un animal dont la vocation est de sauver des vies. Il a d'ailleurs gardé cette réputation. C'est le chien qui va typiquement vous sortir d'un incendie, ou bien qui va vous défendre contre un agresseur. Ce jeune chiot famélique, sauvé des tranchées de la Première Guerre mondiale, fera son apparition sur les écrans au début des années 20. Rapidement, les films de Rintintin deviennent si populaires que l'animal reçoit chaque semaine des milliers de lettres de fans, laissant au passage son propriétaire Lee Duncan empocher plus de 5 millions de dollars. Mais oui, t'es un bon chien. Eh oui. Oui, t'es un bon chien. Après avoir tourné 25 films, Rintintin passe le flambeau en 1931 au non moins célèbre Rinty. Pourtant, la réputation du berger allemand a d'ores et déjà changé. L'animal est davantage perçu comme un agresseur que comme un valeureux compagnon. On cherche alors une autre variété de chiens à idolâtrer. L'histoire de Lassie est absolument magnifique. Vous allez en adorer le moindre instant. Au cours des années 40, apparaît au cinéma la quintessence du chien 100% américain. Beau et héroïque, Lassie devient une véritable célébrité. Lassie, ou l'amitié exceptionnelle entre un chien et son jeune maître. Lassie, un collet mâle répondant au nom de Pâle, fut acheté 10 $ par Rod Wasserwax, dresseur professionnel pour Hollywood. La famille de ce jeune garçon est si pauvre qu'elle est obligée de vendre Lassie. En 1943, Pâle est engagé pour servir de doublure au collet femelle vedette de Lassie rentre chez lui. Il saisit sa chance au cours de la 6e semaine de tournage, alors qu'on filme l'une des scènes clés du film. Le script disait « Lassie traverse la rivière et en ressort épuisé. Mon père a donc mis le plan en scène et a dressé son chien pour qu'en sortant de l'eau, il se traîne et s'effondre. » La prestation de Pâle était si réaliste qu'en voyant la prise, le réalisateur a décidé de recommencer tout le film à zéro. Et c'est comme ça que Pâle est devenu la vedette qu'on connaît. Lassie enchaîne alors les longs métrages. Avant de faire irruption dans les foyers dès les années 50 grâce à la télévision. Lassie devient par définition le chien auquel tout maître aimerait que le sien ressemble.
Lassie est devenu le personnage de la famille vers lequel n'importe quel autre membre pourrait se tourner pour réclamer de l'aide. Et je dirais que, depuis Lassie, le chien représente dans l'esprit des Américains la tierce personne dont la simple présence fait apparaître le foyer américain comme une réalité très concrète. Merci d'avoir alerté papa, ma belle. Tous les Lassie seront joués par des collets mâles, plus corpulents et a priori moins nerveux que des individus femelles. Afin de perpétuer comme il se doit les traits physiques propres au héros, chaque Lassie descend systématiquement de pâle, premier de la série. Lassie est reconnaissable à son museau blanc, à son collier blanc et à ses deux pattes blanches de devant. On a bien eu des Lassie différents au niveau de l'expression, mais en général, on a retrouvé le même marquage des poils sur toute la descendance. Bob, le fils de Rod Weatherwax, doit s'empresser de produire le 9e Lassie du cinéma. Chaque nouvelle génération de parents réclamant que le Lassie de leur enfance soit au rendez-vous de leurs propres enfants. On espère bien, n'est-ce pas, Lassie? Salut, c'est Charlie Lecleps. Je voudrais vous dire que le jour où le boss et moi on a ramené à la maison la nouvelle Chevrolet Chevy 2, je tenais plus en place. Si les chiens parlants des pubs télévisées n'ont aujourd'hui plus rien d'original, On peut monter? Ben, c'est-à-dire, attends une seconde. C'est bien, les gars, la voie est libre. l'un des premiers, des plus loquaces et des plus célèbres toutous de la télé américaine fut une simple marionnette. Oh, Nestlé. Nestlé nous a préparé le meilleur. Chocolat. Et il joue notre chanson. À partir de 1956, le style d'élocution unique de Farfel fait exploser aux États-Unis les ventes de cacao. Je pense que tout était dans le claquement sec de la mâchoire. Ceux qui l'imitent aujourd'hui sont obligés de faire claquer leur mâchoire. Ça, c'est risqué. Ils risquent de se flinguer les dents. Absolument. On a fait comme ça les pubs de Nestlé pendant 10 ans et c'est sans doute la raison pour laquelle ce gimmick est resté dans la mémoire des gens. Et ça y est, on a réussi, Farfel. On s'est placé en orbite. Ah, bien chouette alors. On va bientôt être en apesanteur. Ce célèbre Farfel, dont le nom évoque les pattes, a vu le jour presque par accident. On jouait dans un club au Kansas et après chaque séance de numéro, quelqu'un reposait un petit chien en plus sur le piano. On est monté sur scène. À la dernière séance, Farfel n'existait pas encore à ce moment-là. Mais vous m'envoyez désolé. J'ai commencé à improviser une conversation avec cette marionnette. Il n'y avait plus que 6 ou 7 tables de spectateurs à cette heure-là, mais les gens se sont mis à rire et je me suis dit que si j'arrive à écrire un texte qui tienne la route, je tenais peut-être là un personnage. Ça remonte à 1950. J'ai roulé ma bosse depuis. Sur la lancée de Farfel, de plus en plus de chiens se mettent à nous recommander ce que nous devons absolument acheter. Les chiens plaisent beaucoup dans les pubs parce qu'ils ajoutent au spot publicitaire une touche essentielle de charme et de poésie. En plus d'un tas de détails essentiels, si le spot vante les mérites d'une voiture, l'animal servira de repère à la taille de l'habitacle. S'il court à l'intérieur, ce sera pour dire de manière inconsciente qu'il ne déchirera pas le cuir parce que c'est du bon cuir. Un martini, ma chère? Tiens, oui, merci. Dans les années 50 et 60, de célèbres chiens de la télé comme Topper's Neil contribuent à populariser leur race au travers de différents sitcoms. Oh, tu as oublié le plus important. Désolé, mon vieux. Au revoir et bon retour chez vous. Tu peux être sûr qu'il vient de se pendre avec le fil du téléphone. L'un de ces chiens de la télé, un basset prénommé Cléo, vole régulièrement la vedette à ses partenaires humains. Mais c'est Higgins, un terrier de la série des années 60, Carrefour des jupons, qui accédera au rang de superstar toutes catégories confondues en devenant le célèbre Benji de 1974. En 1990, le jeune chien présidentiel Millie Bush fait sensation avec un best-seller qui dépassera le 1 million d'exemplaires vendus. Millie ne sera d'ailleurs pas le dernier chien à connaître un immense succès littéraire.
Rottweiler, du nom de Karl, fait un tabac avec le récit de ses aventures dans une incroyable collection préscolaire. C'est avec un emploi du temps de ministre qu'il part à la rencontre de ses jeunes admirateurs. Ça m'amuse toujours quand les gens disent « c'est dingue, il ressemble vraiment à celui du livre ». Bien sûr que c'est celui du livre, puisque c'est le chien que j'ai utilisé comme modèle pour mes illustrations. En plus, il adore les enfants. Toutes les aventures de Karl débutent de la même manière. Maman s'absente du domicile après avoir confié le bébé à Karl. Commence alors une joyeuse chevauchée à travers la maison. Les gamins sont sensibles à plusieurs choses chez Karl. C'est un chien qui est très drôle et les enfants ont un vrai sens de l'humour. C'est aussi un animal en qui ils ont confiance. Ils voient qu'il sait parfaitement s'occuper du bébé. Je pense que les enfants sont très touchés par cette amitié fidèle entre Karl et le petit. Cette image d'un lien puissant est fondamentale pour eux, comme pour leurs parents d'ailleurs. L'un des toutous les plus célèbres des programmes américains actuels est un terrier Jack Russell de 9 ans. Soccer à la ville. Il incarne Wishbone sur les écrans. Ce lecteur assidu revisite chaque semaine pour des millions de foyers les grands héros de la littérature. Vainqueur d'un Emmy Award ou Oscar de la télé américaine et à la tête d'un énorme empire commercial, Wishbone, dont la pure tradition télévisée du Cléo des années 50, se montre prolixe en toutes circonstances. Peut-être ne me suis-je pas bien fait comprendre. C'est moi, Robin des Bois. On a auditionné plus de 100 chiens pour le rôle de Wishbone. Et si c'est lui qu'on a retenu, c'est pour sa personnalité très coopérante et pour les mimiques qu'il connaissait déjà, comme se gratter la puce. Gratte-toi la puce, allez. Faire volte-face. Volte-face, bien. Cacher ses yeux. Cache tes yeux, parfait. Saluer. Il se montrait assez expressif dans ce qu'il faisait. Il saurait attraper avec les dents les pommes qui flottent. Ce serait pas le jeu du Bobbing for Apples? Ça me dit bien d'essayer. Qu'on l'ait vu pêcher des pommes avec Ichabod Crane, faire la cour à une belle et chaste demoiselle comme John Alden, Elle te plaise? ou échanger 2 mots avec sa doublure, le moins que l'on puisse dire est que ce brave terrier adore son métier d'acteur. Quand je le fais descendre de la voiture le matin pour aller travailler, il est complètement surexcité. Allez, on y va. Si Soccer assume bien la célébrité de son personnage Wishbone, c'est parce qu'un chien reste avant tout un chien. Bon chien. Qu'ils essaient de nous faire avaler une histoire, cherchent à nous surprendre par leur prouesse physique, ou qu'ils aient quelque chose à nous vendre, les chiens célèbres ont toujours eu la cote. Et ce, pour une bonne raison. Tout le monde aime les chiens. Les États-Unis comptent davantage de foyers avec chiens qu'avec enfants. Avec 55 millions de représentants de l'espèce canine sur le territoire, nul doute que l'industrie américaine du chien soit un business des plus florissants. Notre industrie du chien représente un bénéfice annuel de 18 milliards de dollars. Les gens se précipitent sur tout ce qui est littérature cynophile ou vêtements à l'effigie des chiens. On vit dans une société qui tourne complètement autour du chien. J'arrive pas à lui trouver le jouet idéal. Le chien fait partie de la famille. J'adore mon chien. Je lui achèterais tout si je pouvais. On voit pas mal de couples qui n'ont pas encore d'enfants ou au contraire dont les enfants sont devenus adultes et sont partis, qui viennent chercher en fait une sorte de substitut affectif.
Ça vous fait en tout 32,67 $. Les statistiques montrent que la dépense moyenne pour un chien est de 976 $ par an. On a des vêtements comme les pulls fantaisie et les blousons de jean, des niches en matériaux isolants, des dômes en tissu aussi confortables que nos lits, des jouets conçus pour être mâchonnés pendant des heures, ainsi que les meilleurs produits alimentaires pour la santé de votre chien. Il fait un peu de polyarthrite ici. Bon, prise de sang et échocardiogramme. Vous aurez remarqué à quel point la santé de votre chien prenait de l'importance au fur et à mesure que se nouait votre relation. Si aux États-Unis, les dépenses de santé pour animaux domestiques ne dépassent pas 1/10 des dépenses de santé de la population, elles peuvent néanmoins atteindre plusieurs milliers de dollars dans des établissements spécialisés. C'est le cas à la Polyclinique vétérinaire de Californie du Sud, où l'on traite au plus haut niveau toute la palette des affections animales et notamment canines. On lui fait une toute petite incision. Je dirais que pas un mois ne passe sans qu'on tire pour le chien une application de la chirurgie humaine. Et il se trouve que ça colle très bien. Par exemple, on commence tout juste à utiliser l'arthroscopie pour les chiens, qu'on utilise depuis plusieurs années déjà pour l'homme. Les clients nous demandent de plus en plus de soigner leurs chiens comme de vrais enfants qu'on placerait en chirurgie pédiatrique. C'est vous dire tout l'intérêt qu'ils attachent à leur animal et les sommes qu'ils sont prêts à dépenser. Chaque année, cette polyclinique haut de gamme traite près de 40 000 patients, du simple check-up à la chirurgie canine la plus complexe qui soit. Ici, la haute technologie a permis d'extraordinaires progrès dans la médecine du chien. En 10 ans, on a fait un bond d'une année-lumière. On pratique de plus en plus la chirurgie cérébrale ou bien la radiothérapie grâce aux découvertes dans le traitement des cancers. Il y a quelques années encore, un chien était déclaré vieux à l'âge de 10 ans. Maintenant, on en voit qui vont jusqu'à 16, 19 ans ou plus. Et il est content de rentrer. À Los Angeles, 100% Chien est un centre de remise en forme tout à fait unique en son genre. Les chiens souffrant d'excès de poids peuvent y faire de l'exercice sur tapis roulant et barboter dans un jacuzzi. Les convalescents d'intervention chirurgicale peuvent y suivre des séances d'hydrothérapie et s'offrir les services d'acupuncteurs et de chiropraticiens. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'existe pas d'établissement spécialisé dans la réadaptation des chiens? J'avais le sentiment que si les gens étaient prêts à dépenser une fortune pour faire opérer leur animal de la hanche ou autre, tout ça pour qu'il n'ait pas de quoi se rééduquer tranquillement et correctement en sortant de clinique, c'était un peu comme ne pas récolter tous les fruits de l'intervention qu'il venait de subir. Coag est un Rottweiler de 68 kg traité par acupuncture pour ses douleurs rhumatismales. Je lui pince la peau pour détourner son attention et hop, je plante l'aiguille aussi vite que possible. C'est son 8e traitement et il a saisi la relation de cause à effet entre ses séances et son soulagement physique parce qu'une fois qu'il a les aiguilles plantées, on sent que son niveau d'endorphine se met à grimper. Il est comme sous l'effet d'un calmant. Il faudrait qu'elle revienne une fois par semaine pour adapter doucement ses séances. Ok, c'est bon. Beruti, une petite chienne Basenji souffrant des vertèbres cervicales, consulte auprès d'une chiropraticienne. Elle est tombée de son lit et elle s'est blessée gravement au cou. Quand son cou n'arrive plus à se placer dans l'alignement du corps, ses pattes faiblissent et elle a du mal à se tenir debout. C'est pour ça que je manipule ses vertèbres en ajustant séance après séance, ce qui ne va pas. C'est sa 7e séance à peu près. On sent bien le progrès. Elle se débrouille très très bien. Chacune de ces consultations a beau coûter cher, son maître juge que ses frais sont bien peu de choses par rapport au bien-être de Beruti. Je ne compte pas ce qu'il faudra débourser pour elle parce que c'est ma princesse. Si je vous dis que cette petite chienne m'a choisi pour me sauver la vie, elle est arrivée droit vers moi, elle m'a sauté sur les genoux et puis elle est entrée dans ma vie, on ne se quitte plus. Il n'y a rien à ajouter, sinon que son confort vaut tout l'or du monde.
Tous les propriétaires canins doivent un jour ou l'autre se résoudre à saluer une dernière fois leur cher compagnon. Chaque année, environ 900 chiens sont enterrés au cimetière Hartsdale de New York, l'un des nombreux lieux de sépulture réservés aux animaux domestiques. Lorsqu'ils viennent ici pour la première fois, la plupart des gens sont bouleversés, parce qu'ils sont loin de se douter qu'il puisse exister des cimetières pour animaux domestiques comme celui-ci. Hartsdale propose toute une gamme de services funéraires en tout point similaires aux nôtres. On essaie de tenir compte de toutes les variétés de chiens. Par exemple, pour un petit animal de la taille d'un caniche, il faut compter environ $550 pour un simple cercueil. Pour un berger allemand, ce sera dans les $700. Quand vous perdrez votre ami chien, c'est toute une partie de votre vie qui s'en va avec. Cet endroit est un lieu de recueillement qui sert à se souvenir de tous les moments merveilleux qu'on a pu passer avec ce véritable membre de la famille. La plupart des cynophiles sont convaincus que leurs compagnons éprouvent une riche palette d'émotions, parmi lesquelles le plaisir, l'amour ou le désespoir. Afin de renforcer les liens qui les unissent à leurs chiens, certains maîtres sont prêts à dépenser entre 25 et $200 par consultation auprès de psychologues spécialisés. Mon travail consiste à me mettre quelques instants en empathie avec l'animal afin de ressentir ce qu'il ressent. Qu'éprouve-t-il physiquement, émotionnellement? Cette femme cherche à comprendre pourquoi Bianca, son Doberman Pinscher de 13 ans, refuse souvent de s'alimenter. Votre chien éprouve par moments de violentes nausées. Vous devriez essayer de lui donner avant chaque repas une cuillère de compote de pommes. Elle m'explique clairement qu'elle ne cherche pas à faire du spectacle, mais elle ne se sent pas bien. Ces deux caniches, âgés d'1 an, Popeye et Olive, sont frères et sœurs. Leur propriétaire est venu se faire dresser leur portrait. Olive me dit que c'est elle qui mène le jeu. Elle me dit aussi qu'elle a une meilleure vue que son frère. Elle vient de m'envoyer une vision de Popeye, heurtant de plein fouet l'une de vos portes vitrées coulissantes. Lui, de son côté, il lui reproche son arrogance, un peu excessive. Mais il me dit aussi qu'il aime sa sœur et qu'il ne sait pas du tout ce qu'il ferait sans elle. Le fait que ce soit elle l'instigatrice est une chose dont il est content et que ça lui serve. Ça ne me gêne pas qu'on puisse douter de mes compétences parce qu'il suffit que je découvre une information essentielle pour que les propriétaires me disent « c'est incroyable ce que vous arrivez à deviner ». Je dirais que ça m'a rendu un peu plus sensible à ce que les chiens ressentent. Ça va me permettre d'être un peu plus à l'écoute des signaux qu'ils nous envoient, puisque j'ai réalisé que c'est bel et bien ce qu'ils font. Persuadés que le potentiel affectif de leur animal leur permet d'apprécier pleinement les efforts qu'ils font pour lui, certains passionnés ne reculent devant aucune excentricité. J'ai fondé les chiens d'Hollywood sur un concept bien précis. Rester les meilleurs sur le marché du confort des chiens. Du babysitting canin à la boutique d'accessoires, la société Chiens d'Hollywood, installée comme son nom l'indique dans la célèbre ville de Californie, a pour vocation de bichonner à l'extrême les cabots fortunés. Les propriétaires peuvent y faire organiser des fêtes canines, comme cet anniversaire de Boubou, un terrier Yorkshire. On vous organise un anniversaire sur mesure, exactement selon ce que vous êtes prêt à y mettre. Ça va de 200 à $2000. Tout dépend du luxe que vous voulez pour votre chien. Puppy fun for Boo-Boo celebration. We'll bark a lot and jump and sing in canine exaltation. Si
l'on peut s'interroger sur l'utilité de dépenses aussi mirobolantes pour un simple animal de compagnie, certains estiment que les bienfaits qu'ils tirent de la présence de leur chien ont une valeur inestimable. Ces maîtres se déclarent ainsi prêts à ne jamais compter, quitte éventuellement à gâter la personnalité de leur compagnon. Je pense que la gentillesse envers les animaux dépend directement de celle qu'on est capable d'offrir aux gens. Les personnes qui considèrent leur animal de compagnie comme un membre à part entière de leur foyer ont, à mon sens, davantage de chances d'être bienveillants envers leurs semblables. Notre société éprouve un manque cruel d'amour. On a besoin de gens comme ça qui adorent leurs chiens. Dans le monde intrépide où nous vivons, l'amour des chiens nous apparaît comme un bienfaisant privilège. Leur fidélité inconditionnelle fait figure de soutien affectif puissant qu'il est quelquefois difficile de trouver ailleurs. Nous vivons dans une société qui favorise l'isolement pour beaucoup, que ce soit de la famille ou des amis. Le chien nous rend ce sentiment d'attachement et d'appartenance à une famille. Il nous donne une bonne raison d'aller de l'avant. De nombreux chiens aident même leur maître à aller de l'avant, au sens le plus littéral qui soit, c'est-à-dire en les assistant au quotidien dans leur handicap. Dressés pour remplacer la vue, les bras ou les jambes de leurs propriétaires, ils deviennent plus que des fidèles et affectueux compagnons, mais de véritables auxiliaires de vie. C'est au centre d'éducation des compagnons canins pour la vie, à Philadelphie, en Pennsylvanie, qu'on enseigne à des chiens d'un tempérament généreux à aider les déficients moteurs et visuels. Ces chiens assistants peuvent aussi bien y apprendre à ramasser un objet tombé, Merci. qu'à ouvrir le lourd battant d'une porte, Très bien. ou à régler des achats. Vas-y, paix, on ne te demande pas de le manger. Des gestes quotidiens qui, s'ils nous paraissent insignifiants, relèvent pour leur maître de véritables défis. Allez, prends-le, bravo. Chaque chien est spécialisé dans les gestes propres au handicap qu'il devra gérer. On va apprendre à un chien chargé d'assister une personne qui n'a plus l'usage de ses mains à rapporter vers la bouche ou alors les genoux de son maître. Nous enseignons aux animaux les gestes dont les handicapés ont exactement besoin pour se sentir plus autonomes dans leur vie de tous les jours. Si les chenils des compagnons canins continuent de former de nombreux chiens auxiliaires, le personnel du centre se souvient avec tendresse de l'un d'entre eux en particulier. Watson aura marqué son passage ici. Il a acquis une sacrée réputation. À l'origine, les propriétaires de ce labrador avaient réclamé qu'on le pique, faute de pouvoir payer les soins post-médicaux d'une blessure. Quelqu'un avait alors eu l'idée de présenter l'animal aux compagnons canins. Cette femme sentait que Watson avait des qualités exceptionnelles. Elle nous l'a amené en nous demandant de tester ses aptitudes. On s'est aperçu qu'il avait une telle personnalité et un tel tempérament qu'on ne pouvait pas le refuser chez nous. Pour Watson commence alors une magnifique aventure qui va le mener aux côtés d'une petite fille prénommée Emily. Alors qu'elle n'a qu'1 an, on diagnostique chez Emily Ramsey une épilepsie, affection bien connue pour ses crises convulsives spectaculaires. Malheureusement, à 3 ans, ces attaques deviennent si fréquentes que la vie de l'enfant se transforme en un véritable calvaire. Elle finissait par être en proie à de nombreuses crises quotidiennes, et ça durait comme ça plusieurs jours d'affilée. Il était hors de question qu'elle aille au cinéma, et elle ne pouvait absolument pas faire tout un tas de choses que font normalement les enfants de son âge. Elle avait même fini par être angoissée de se réveiller en trouvant un médecin penché au-dessus d'elle. Les parents d'Emily s'inquiètent de savoir si elle pourra un jour mener une vie normale. C'est à cette époque qu'on leur parle de ces chiens capables de sentir l'approche de telles crises. Un comportement auquel aucune preuve scientifique n'a encore su apporter d'explication. On pense que le chien détecterait une odeur qui serait créée par les bouleversements chimiques et électriques du corps humain au moment où une crise d'épilepsie se prépare, avant que n'apparaissent ces manifestations cliniques connues.
S'il n'est donc pas possible d'enseigner ce qui, par définition, relève de l'anticipation, un type particulier de chien semble prédisposé à cette faculté. Le chien typique d'alerte aux crises d'épilepsie est un chien qui nous fait devenir dingue. C'est un chien extrêmement vif, avec un niveau élevé d'activité et qui est très intelligent. Il faut en général qu'ils aient été confrontés à plusieurs crises avant qu'ils ne réalisent par eux-mêmes l'urgence de nous alerter à l'avance. Ainsi, les compagnons canins pensent-ils que Watson cadre avec le profil type du chien d'alerte. À 11 ans, Emily commence par suivre au centre une formation afin d'éveiller Watson à sa maladie. On attend donc qu'une première crise survienne en présence de l'animal. Au moment où celle-ci apparaît, Watson est complètement déboussolé. Il l'a fixé avec des yeux grands ouverts, du genre « personne ne m'avait parlé de ça ». Ensuite, il s'est rendu compte évidemment qu'elle se remettait de ses crises. Et à partir de là, le processus s'est enclenché. Il a découvert qu'il était capable de nous alerter à l'avance en aboyant. Il émet une espèce de longue plainte rauque et monocorde pour nous prévenir qu'elle va avoir une attaque. Watson est dorénavant capable de donner l'alerte 45 minutes avant la survenue des crises les plus violentes. Un laps de temps suffisant pour préparer la fillette. Maman, Watson vient juste de donner l'alerte. Bon, alors on y va. Watson restera fidèlement présent à ses côtés à chacune des étapes de la crise. Aujourd'hui adolescente, Emily est capable de mener de front plusieurs activités qui lui seraient restées contre-indiquées sans l'assistance de son compagnon. Seulement non content de s'en tenir à la tâche qu'on lui a confiée, Watson s'est autoproclamé ange gardien de sa maîtresse. Qu'elle s'attarde un peu dans ses exercices de natation, il s'empressera de lui manifester son inquiétude. Et s'il sent qu'Emily ferait mieux de ne pas s'éloigner du domicile, il saura montrer qu'il renonce à sa promenade quotidienne avec Tasha, l'autre toutou de la famille. Il a peur pour mes crises. Watson a décidé tout seul d'être aussi protecteur avec Emily. Il l'aime autant que n'importe quel animal de compagnie aime son maître. Et elle l'aime tout autant. Ce que ce chien est arrivé à accomplir pour elle est incroyable. Si vous saviez à quel point il a enrichi sa vie et la nôtre, et comment il a aidé Emily à s'épanouir en une belle jeune femme. Watson est mon meilleur ami. Mais un chien peut aussi partager son amour fidèle et sincère avec d'autres personnes que son maître. C'est le cas notamment avec ceux et celles en qui il sent une souffrance. Et les filles, regardez, elle est là. Lassie, 3 ans, est un croisement de Basenji. Approche un peu mon cœur. Avec sa maîtresse, Katie Hanshorn, Lassie rend régulièrement visite aux pensionnaires d'une maison de repos médicalisée en Californie du Sud. Vous voulez la caresser? Allez-y, elle est là pour ça. S'il arrive qu'on puisse se sentir mal à l'aise en environnement hospitalier, Lassie accueille tout le monde avec le même enthousiasme sincère, laissant sur son passage des sourires attendris. Plusieurs visiteurs reconnaissent les effets de sa joie communicative sur la santé et le bien-être de parents hospitalisés sur place. Ma mère est ici pour un cancer en phase terminale. Lassie a fait naître en elle quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a éveillé dans ses yeux une âme qui, autrement, serait restée comme verrouillée au fond d'elle. J'ai vu qu'elle avait le même pouvoir auprès des autres patients ici. C'est magnifique de voir ce qu'elle est capable d'accomplir sur les autres. Elle est comme une sorte d'ange qui a débarqué et dont on ne pourra plus se passer. Comme tous ici, Vanessa McKay attache énormément d'importance à la présence de Lassie, au point de garder près d'elle une photo de leur porte-bonheur. Dès que je me réveille le matin, je vois son visage qui respire le bonheur
Et ça m'incite à commencer la journée avec optimisme. Hein, Lassie? Lancé sous le haut patronage de la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux, ce programme intitulé Thérapie assistée par les animaux a pour vocation d'améliorer les conditions de vie physique et affective des patients hospitalisés à long terme. Des études ont prouvé que le simple fait de caresser un animal pouvait apporter un soulagement rapide et efficace et inspirer les gens à reprendre confiance dans des situations de dépression ou bien de confinement en hôpital pour maladie ou pour vieillesse. On a vu des personnes âgées en profonde dépression qui ne décrochaient plus un mot depuis des années et qui se sont mises comme par enchantement à parler aux chiens venus leur rendre visite. Tu es une brave bête, toi. Ces patients ne sont pas les seuls heureux bénéficiaires de la présence de Lassie. Je ne m'attendais pas à ce que ce programme thérapeutique soit quelque chose d'aussi enrichissant à mener. Je me demande d'ailleurs comment est-ce que j'ai fait pour ne pas m'en douter, parce que tout tourne complètement autour de l'émotion, des sentiments et de l'amour qu'on va offrir à ces gens. C'est la clé de voûte de ce programme. Depuis qu'il a pris à l'un de nos ancêtres préhistoriques l'envie de gratter la fourrure d'une de ces grosses peluches affectueuses, l'homme et le chien sont devenus inséparables. Le chien est par excellence l'animal servant de repère à notre condition d'humain. J'ai un chien parce que c'est le seul animal capable de me relier à la nature, comme aucune autre chose. Comme je ne veux pas m'entourer d'animaux sauvages, j'ai choisi ce qu'il y avait de plus proche. Le chien comble en quelque sorte l'espace qui me sépare du loup. Seul, un chien est à la fois capable de nous assister à la tâche et de partager nos loisirs ainsi que notre vie affective et familiale. Il serait impensable d'envisager de vivre sans l'existence du chien. Ce serait, à mon sens, quelque chose de monotone. Pour moi, les chiens sont à notre âme ce que l'oxygène est à nos poumons. L'amour est quelque chose qui s'exprime de plein de manières différentes. La relation qui nous lie à un chien est encore une façon d'être aimé et d'aimer. Moi, j'ai beau être marié depuis des lustres, avoir des enfants, des petits-enfants qui savent que je les aime, il existe encore une autre dimension qui me permet de recevoir de l'amour. Et l'amour, c'est la seule chose qu'on ne se lasse jamais de partager, vous ne croyez pas ?